Moi, j'ai des collaborateurs partout disséminés en France qui ont des horaires parfois décalés. J'avais fait le calcul, je m'étais amusé de me dire si je voulais les rencontrer tous, pour leur serrer la main, avoir une discussion avec eux, boire un café, etc. Il me faudrait 11 ans à temps plein. Donc je leur ai dit, je vais vous donner mon numéro de téléphone et comme ça, on se parle. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reçois un invité qui a choisi de réinventer le métier du nettoyage, un secteur qu'on croit connaître, mais qui cache parfois des trésors d'innovation managériale, de conviction humaine et même de philosophie. Édouard Pic est à la tête de Clinitex, une entreprise familiale qu'il n'a pas repris mais qu'il a racheté à son papa, avec une vision peu commune. Pas de hiérarchie classique, pas de contrôle rigide, des collaborateurs libres d'évaluer leur travail et même de gérer leur salaire et surtout de rêver. Alors ça pourrait paraître utopique, mais on va évidemment parler de tout ça. Et puis ce qui m'inspire chez Édouard, c'est qu'il ne parle pas de performance sans parler de sens. Il s'appuie autant sur la pédagogie Montessori que sur les idées de Pierre Rabhi. Chez lui, la prospérité a un seuil et l'entreprise ne grandit jamais au détriment de l'humain. Pour nous raconter tout ça, je suis ravi d'accueillir Édouard Pic. Salut Édouard. Salut Laurent, merci pour l'invitation. Je t'en prie, je suis ravi. Alors, en commençant tout ça, je disais que tu n'avais pas non repris, mais racheté l'entreprise à ton père que j'ai eu le plaisir d'accueillir il y a 3 ans. Un personnage, je dirais, haut en couleur. Pourquoi il te l'a pas donné, mais il te l'a revendu? Alors déjà, on est 4 frères et sœurs, donc ça postait un postulat de base, qu'on a été éduqués les 4 frères et sœurs dans une idée que l'entreprise serait revendue à la retraite de mes parents et qu'ils dépenseraient tout le fruit de cette vente. Okay. Et donc, s'il en reste un petit peu, ce sera donné à des associations autour. Donc, faites votre vie, comptez pas sur l'entreprise, c'est pas pour vous. Et donc, moi, j'ai fait tout un parcours scolaire, universitaire, école de commerce, sans même me projeter qu'un jour ce serait une entrée dans l'entreprise. Donc et tu l'as dit juste avant, un personnage en couleur, donc quelqu'un qui a une personnalité forte, fondateur, donc en fait il a cette aura sur l'entreprise. Et en termes de légitimité, quand on est le fils d'eux et qu'il faut se faire un prénom, à la fois partir du bas de l'échelle, donc j'ai occupé tous les postes dans l'entreprise pour faire mes légitimités, et le point d'orgue, et là c'était plutôt familial, c'était de se dire voilà, qui a envie de mettre ses tripes sur la table, d'aller convaincre des partenaires financiers, de réunir de quoi financer le rachat de l'entreprise, et ça a mis les 4 frères et sœurs sur le même pied d'égalité. Et donc ça a été aussi un déclencheur d'envie, et j'ai manifesté celle-là. Donc on parle pas forcément de dynastie, mais de choix qui a été fait à ta frère et sœur, pour laquelle tu t'es proposé parce que t'étais prêt déjà un peu à l'entrepreneuriat. Est-ce que finalement, toi, quand tu céderas l'entreprise, tu auras la même démarche ou cette deuxième génération que tu représentes une vision un peu différente? Alors le joker, aucun n'y travaillera jamais. Mon père l'a pris, donc j'aurais du mal à dire ça à mes enfants. Non, mais je pense que il a voulu nous laisser notre liberté. Okay. Et je pense que c'est le maître mot. Et donc je trouverai d'autres mécanismes avec mes propres enfants. J'en ai 3 de liberté. Voilà, la porte sera pas fermée, mais j'en fais pas un sujet, une destinée pour eux, pour pas les obliger à se créer un parcours mental ou universitaire qui les correspondrait pas. Ok. Alors on parlait donc de transmission, de rachat, ça a toute son importance parce que j'imagine que ça responsabilise encore un peu plus. C'était un choix qui a été fait, donc tu l'as évoqué, par ton père. J'ai envie de te dire, du coup, quand on rachète, on a donc des dettes souvent qui sont associées. Comment il va le business là en 2025? Écoute, le business a été florissant ces dernières années. On a ouvert plein d'agences, on s'est développé, on en reparlera peut-être sur le mode de développement. Et là, on sent une petite contraction quand même sur 2025. Évidemment, il y a le contexte géopolitique mondial, économique qui a ses tensions. Et puis, il y a aussi une espèce d'effet ciseau entre des attentes des usagers de bureaux ou de locaux professionnels qui, depuis le Covid, sont plus élevés qu'auparavant en termes d'hygiène, de propreté. On vient peut-être moins souvent au travail avec le télétravail, mais on a des attentes supérieures en termes d'environnement de travail. Et puis on a de l'autre côté des acheteurs qui ont pas voulu voir l'inflation qu'il y a pu y avoir sur les salaires, 15-20% ces dernières années, et les attentes de leurs collaborateurs. Et donc ils veulent baisser les budgets sur une attente qui est plus haute. Donc on est un peu au milieu de tout ça, et on a des clients qui payent moins pour des exigences plus hautes. Donc c'est à composer. Donc il y a sûrement un peu de pédagogie et d'éducation à faire auprès de ces clients. Ouais, j'imagine. D'autant plus que on l'évoquait, dans l'innovation managériale, en tout cas que tu imposes quelque part, parce que c'est ta vision aussi que tu imposes et qui est largement acceptée, tu vas nous en parler. C'est une organisation inspirée de Montessori. Oui. Montessori, je pense que beaucoup connaissent, mais peut-être il est temps de rappeler quelle est ses différences. Pour certains, Montessori, ça peut faire un peu sourire quand on est dans l'école, on dit que c'est ce truc Montessori. Mais toi, tu l'as adapté quand même à l'entreprise, à Clinitex. Explique-nous en 2-3 mots, qu'est-ce que c'est et quel bénéfice ça génère en fait, ça?
Ouais, alors Montessori, moi, ça vient de la scolarité que j'ai pu recevoir, en tout cas en maternelle, en primaire, jusqu'à l'entrée au collège, et dont j'ai pas pris conscience. J'ai fait cette scolarité sans le savoir que c'était différent. Et c'est en fait quand j'y ai remis mes enfants, qui ont eu la chance d'une école à Roubaix qui s'appelle Jeanne d'Arc, qui est la plus vieille école Montessori de France, et qui m'a fait prendre conscience en fait des singularités de cette pédagogie. Et je me dis mais il y a plein de parallèles avec le management. Le mantra de Maria Montessori, c'est aide-moi à apprendre par moi-même. C'est-à-dire créer les conditions de l'autonomie de l'enfant pour réaliser ses apprentissages. Et ça va de qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre, donc le choix initial de l'apprentissage, jusqu'à l'auto-évaluation de l'apprentissage qu'on a fait. Et donc l'enseignant qui, dans le monde professionnel, se rapporterait au manager, au coach, au dirigeant, au leader, va être seulement d'identifier quel est le besoin et le bon moment pour porter un projet à un collaborateur. Et après, le laisser autonome sur la réalisation, les moyens à mettre en œuvre, le timing, le délai, les résultats attendus, les KPI pour mesurer le résultat ou l'efficacité de ce travail. Et donc, on crée une autonomie sur toute la chaîne de décision et de gestion du projet. Bon, alors moi, j'ai envie de te titiller. Je te l'avais dit avant d'enregistrer cet épisode parce que je disais, en fait, ça peut paraître un peu utopique. Moi, ce que je pourrais aussi observer, c'est que, mais peut-être qu'il y a une différence. L'entreprise libérée, à un moment donné, a été j'ai l'impression un effet de mode dans pas mal d'entreprises parce que les gens avaient besoin d'un cadre, d'un leader, de quelqu'un qui puisse en tout cas leur dire ce qu'ils devaient faire. Et la question c'est est-ce qu'au fond tout le monde est capable de s'auto-gérer, de s'auto-hiérarchiser, de se rendre finalement un peu autonome dans une organisation comme la tienne, mais dans les organisations au sens large? Non, tout le monde n'est pas capable. Je suis d'accord. Il y a des recrutement qu'on rate à cause de ça, de notre point de vue ou du point de vue du collaborateur. J'ai récemment un exemple dans une de mes agences à Littoral, une collaboratrice qui est allée voir son directeur d'agence en disant Julien, je m'en sors pas, moi j'ai besoin de cadre, j'ai besoin d'une to-do list le lundi matin, un feedback le lundi midi, une to-do list le lundi après-midi, etc., etc. Et c'est pas possible. Notre organisation est pas faite comme ça et j'attends d'autres choses de mes leaders que de faire du feedback et de la to-do. Donc on s'est pas fait mal au dos et on s'est séparés d'un commun accord et elle cherchait un environnement beaucoup plus cadré. Donc c'est vrai que ça nécessite quand même une personnalité qui a cette appétence pour l'autonomie, pour l'envie d'être curieux, de découvrir, de mettre des choses en place. Quand ça fonctionne, c'est bien plus gratifiant à la fin puisque le collaborateur ne peut pas se faire piquer les lauriers par quelqu'un d'autre, par un chef qui s'approprierait la réussite et sera responsable des difficultés ou des échecs. Donc c'est très responsabilisant, mais ça peut alourdir un petit peu le sac à dos. Ouais, parce que souvent en plus de ça, dans le management intermédiaire, on peut avoir des managers qui sont entre les deux, c'est-à-dire entre on va dire la direction et puis leurs collaborateurs, ce qui est jamais très simple parce que moi je dis souvent que parfois ce métier il est complètement ingrat parce qu'on a excuse-moi l'expression, le cul entre deux chaises et globalement on veut parfois tirer les lauriers alors que pas simple et comment tu arrives à gérer finalement ce management intermédiaire pour qu'il soit pas frustré mais qu'il soit reconnu à sa juste valeur? Eh ben, tout simplement, n'en ayant pas. Voilà. Ok, t'as pas de, non, aucun management intermédiaire. Entre l'agent de propreté et moi, il y a que 2 échelons, qui sont le directeur d'agence, qui gère des business units, qui sont des régions géographiques, on en a dans toutes les métropoles en France, et le manager propreté, qui lui gère toute une équipe d'agents de propreté et un certain nombre de clients. Donc voilà, ce sont les 2 seuls échelons hiérarchiques. Au siège, qui est basé en métropole lilloise, on a une 40aine de collaborateurs. On a tous un périmètre de responsabilité, mais personne n'a la hiérarchie sur quelqu'un d'autre. Moi y compris. À part le lien juridique dans les contrats de travail. Ok. Mais du coup, je suis agent de propreté, je toque à ton bureau, tu me réponds. Ouais. Ok. Les 4000 agents de propreté ont mon numéro de téléphone portable. Dis donc. Et alors, ça sonne pas trop? Alors, j'ai fait ça il y a une dizaine d'années, on m'avait déconseillé de le faire en disant Edouard, tu vas te faire harceler. Et en fait, je voulais valider, que le climat social était bon, et 2, que je suis pas dans une tour d'ivoire. Le dirigeant, moi j'ai des collaborateurs partout disséminés en France qui ont des horaires parfois décalés. J'avais fait le calcul, je m'étais amusé de me dire si je voulais les rencontrer tous, pour leur serrer la main, avoir une discussion avec eux, boire un café, etc. Il me faudrait 11 ans à temps plein. Ouais, c'est ça. Juste pas possible. C'est pas possible. Donc j'en rencontre le maximum dès que je peux, dès que je me déplace. Mais il fallait trouver un autre moyen. Donc je leur ai dit je vais vous donner mon numéro de téléphone et comme ça on se parle. Ça a pas loupé. En 10 ans, j'ai eu moins de 5 coups de fil pour des sujets très pertinents, développement de carrière, positionnement de l'entreprise sur la prime Macron, on n'avait pas parlé de ça, et c'est rigolo parce que le dernier je l'ai eu hier, coup de fil d'une collaboratrice parisienne qui avait des difficultés sur son site, sur l'organisation, etc., qui avait besoin d'être rassurée en fait. Il y avait des peurs et des craintes, donc ça a permis cette liberté de parole. C'est chouette et c'est honorable, et j'ai quand même l'impression, moi, si tu veux, qu'il y a
Donc, la notion de liberté hiérarchique au sein de Clinitech, ça c'est une évidence dans tes propos, dans ce que j'ai pu d'ailleurs moi voir autour de toi, c'est palpable. Mais il y a quand même la crainte, j'imagine, de certains collaborateurs qui disent c'est comme le patron, même si en fait j'ai l'autorisation de pouvoir toquer à sa porte, ça doit pas être simple tous les jours pour ces personnes-là qui se disent c'est quand même le big chef, et donc du coup même si l'entreprise allait libérer, je sais pas si c'est le bon terme, pas simple d'y aller. Néanmoins, est-ce que ça provoque une forme d'engagement complémentaire, supplémentaire? Enfin, qu'est-ce que ça provoque comme Moi, je pense que effectivement, il peut y avoir l'appréhension. Je vais pas appeler le grand patron parce qu'il me manque des sacs poubelles pour chez mon client. Donc, et je serais pas la bonne personne pour ça en plus. Néanmoins, ça sert à la fois de garde-fou dans l'entreprise. Ouais. Voilà, je ne peux pas être un manager toxique puisque il y a ce côté accès à la direction. Ouais. Et donc, quelque part, tout le monde peut devenir lanceur d'alerte. C'est cautionné. Les coordonnées sont publiques. Donc, ça crée une forme en fait d'authenticité dans le management. Tu vois, c'est plus subtil, ça a pas un lien opérationnel direct, on est d'accord. Non mais c'est ça qui est intéressant, c'est ce côté subtil effectivement. Si je rencontre un problème avec un gros problème avec un collègue de harcèlement, que sais-je, ok, j'ai le numéro vert quoi. J'ai le 0800 d'Edouard qui me permet d'appeler gratuitement et de dire ok, il y a un vrai souci, comment on peut le régler. C'est content. Ouais. Et dans d'autres entreprises, les partenaires sociaux, les élus, les représentants syndicaux ont ce rôle-là. Et comme chez nous les relations sociales sont bonnes, aux dernières élections professionnelles, on a 4000 collaborateurs, il y a eu que 30 électeurs. 30. Okay. La loi ne prévoit pas le cas de figure où les entreprises ont des trop peu d'élus ou trop peu de représentants syndicaux. Nous, c'est passé tout juste, donc on est représenté. Mais du coup, en fait, ils servent plutôt de garde-fous. Ils sont salariés protégés. Si je déconne, ils sont là, tapis dans l'ombre. Voilà. Et la loi est bien faite pour ça. Mais en fait, notre dialogue social n'a pas besoin de ses représentants. Ça se fait en direct avec les managers et ça peut aller jusqu'à moi. Donc ça crée de la sincérité. Ce qui est marrant, c'est que en fait, dans nos échanges là, et dans l'introduction, on pourrait avoir tout de suite se dire c'est bullshit son truc. Et en fait, quand on t'écoute, on voit que c'est quand même réfléchi de telle sorte à ce que finalement il y a des garde-fous, il y a effectivement une accessibilité avec le fameux 0800. Enfin, c'est pas je vois pas des 06, mais enfin, tu vois, c'est le côté ligne vert quoi. Donc et finalement en t'écoutant, je me dis c'est pas bullshit son organisation. Et puis ça fait longtemps que ça dure, donc évidemment, si ça dure, c'est que ça marche généralement. Ça doit quand même générer chez toi en fait une charge mentale de dingue, parce que tu dois faire preuve d'exemplarité, ce qui est pas toujours très simple. On est tous des hommes, tous des humains du moins. Comment t'arrives à gérer ça dans des périodes où effectivement 2025, il y a des enjeux qui peuvent être aussi un peu business, tu vois, forts, et à côté de ça, t'as une organisation atypique, singulière, qui fait que ça fonctionne, mais qui nécessite un engagement de tous les jours. Comment tu travailles ta charge mentale? Tu pointes un truc hyper pertinent, parce que c'est, je pense, dans mon métier, ce qui est le plus dur. Comme j'ai par subsidiarité délégué ou responsabilisé les collaborateurs sur l'ensemble des missions. Alors moi, j'ai mon périmètre de contribution à l'entreprise, mais par exemple, on change de mutuelle, je décide pas, je suis pas dans la boucle. On change de logiciel de paye, je suis pas dans la boucle. On signe des nouveaux clients, soit je suis sollicité, mais sinon je suis pas dans la boucle. Enfin bref, donc il y a une grande autonomie sur plein de sujets. Moi, mon sujet, c'est d'être un peu le gardien du temple, m'assurer que la vision de l'entreprise et ses valeurs soient bien incarnées, respectées, et ça nécessite d'une part d'être absolument exemplaire là-dessus, et donc c'est fatigant, et effectivement une de nos valeurs, c'est l'engagement, et donc de par exemple transmettre mon numéro de téléphone à tous les collaborateurs, ça me met en première ligne potentielle de tous les sujets de l'entreprise. Et donc ça nécessite un engagement, et ça crée une espèce de charge mentale supplémentaire. Alors moi, j'ai pas une charge mentale opérationnelle sur des projets avec des deadlines, etc. Mais j'ai cette charge mentale un peu sur les valeurs, d'être le gardien du temple, et c'est assez fatigant. Ouais, de pas dévier en fait, parce que tu sais très bien que la vision, tu veux la respecter. C'est fatigant, mais du coup, comment t'évacues ça? Parce qu'en vrai, on est tous confrontés, peu importe où on se retrouve dans l'entreprise. Je pense que effectivement, on a tous une charge mentale en fait. Et puis l'actualité fait que c'est pas simple. Comment tu fais toi, Edouard Pic, qui a donc combien de collaborateurs? On est 4000. 4000 collaborateurs qui partagent une vision commune avec, j'imagine, j'allais dire brebis c'est pas beau, mais en tout cas peut-être parfois des cas de figure où tu nous diras d'ailleurs comment ça peut se régler cette histoire. Mais comment tu fais du sport? C'est quoi ton... Alors à titre perso, moi j'ai le sas qui est de faire du sport, qui est d'avoir un agenda qui soit pas trop chargé. Donc j'ai beaucoup de dispo, parce que
Comme les collaborateurs sont très responsables, quand je vois sur mon téléphone s'afficher le nom d'un collaborateur, je sais que là, c'est un cas qu'il a pas su gérer parce que émotionnellement trop fort, ça le dépasse. Et donc, quelque part, quand on m'appelle, je sais que c'est du lourd. Bah oui. Et ça va être un sujet avec un litige client assez costaud. Ça va être, on a eu un drame il y a quelques mois de ça d'un salarié qui s'est suicidé sur son lieu de travail, donc chez notre client, pour des raisons extra-professionnelles, mais ça touche l'entreprise. Et donc, bon voilà, quand je suis sollicité, je sais que tu décroches. On va traiter du lourd, mais j'essaie de me rendre très dispo là-dessus. Et un autre moyen d'évacuer, c'est la transparence. C'est-à-dire que je ne porte aucun sujet avec intimité, avec secret professionnel, rien. Et donc, un stagiaire ou un alternant qui démarrerait lundi matin chez nous aurait le même niveau d'accès à l'information que moi. Tu t'es senti parfois, parce qu'on parlait de cas qui dérogent un peu aux règles, en tout cas à la vision, tu t'es senti un peu trahi parfois par des collaborateurs où tu disais « Ah, mon Dieu, là, je pensais pas franchement que là, ça allait se passer comme ça. » J'imagine. À ma question, j'imagine que oui, quand même, parce que ça serait quand même dingue. Évidemment. Tu disais le contraire. Non. C'est quoi comment tu perçois les gens qui, finalement, sont pas tout à fait bien alignés et profitent un peu du système là? Et ça existe, évidemment. C'est Jean-François Zobrist, qui est décédé il y a pas longtemps, qui était le père fondateur des entreprises libérées, qui disait que le contrôle peut générer de la triche, mais peut-être moins visible. L'absence de contrôle fait que ça coûte quand même moins cher, la confiance. La confiance n'exclut pas le contrôle quand même. Si, la confiance exclut le contrôle. Pour moi, c'est vrai qu'il y a un poncif là-dessus qu'on sort souvent. L'expression dit ça. L'expression dit ça. Mais j'y suis totalement opposé. C'est soit confiance, soit contrôle. Ouais. Mais si on fait confiance, on enlève le contrôle. Et l'absence de contrôle peut générer des abus. Ouais. Mais ces abus coûtent quand même, à la fin, quand on regarde le compte, toujours moins cher que les systèmes de contrôle. Et ça... Parce que, attends, les systèmes de contrôle que tu évoques, quoi? C'est du contrôle humain, du contrôle quoi? Enfin, tu vois, quand on parle de système de contrôle... exemple, les notes de frais. Ouais. Voilà, les notes de frais, nous, il n'y a pas de barème. Donc je peux le prendre à un restaurant à 50 € comme un McDo à 10 balles. Comme on veut. Et un hôtel à 80 €, un Airbnb à 60 € si je partage, ou une chambre d'hôtel à 300 €. Donc là, tu fais confiance à la perception que peut avoir son collaborateur quant à l'entreprise, quoi. Voilà. Ouais. Et à son besoin, un commercial qui inviterait un prospect avec un resto étoilé, pourquoi pas. Si c'est le contrat de l'année, c'est OK. Mais il y a un garde-fou à ça. C'est que toutes les notes de frais de l'entreprise sont publiques, y compris les miennes. On parlait de transparence juste avant. Et donc là, je n'ai pas besoin de contrôle, je fais la transparence. Et donc ça crée un effet dissuasif de se dire, vu que tout le monde va le voir, personne ne regarde, mais tout le monde peut le voir. Ouais, tout le monde peut le voir. Malgré ça, j'ai quand même eu des tricheurs. Et qui ont des techniques pour éviter que ça se voit, mais tu le vois quand même? À la fin, ça finit toujours. Alors parfois, ça met un peu de temps. J'ai un directeur d'agence qui avait fait 8 000 € de resto en 4 mois. Il y a quelques années, qui était, j'aurais pu le voir comme ça. J'en ai un autre qui s'est fait rembourser un stage de récupération de permis de points en maquillant la facture, etc. Et puis la compta a pour directive de se dire je rembourse. Je suis pas là pour contrôler. On me dit 30 €, je rembourse 30 €. Et là en fait naïvement la comptable a appelé ce collaborateur en disant mais je dois le mettre en budget de formation ou en charge pour l'agence. Et là les explications étaient tellement confuses qu'elle s'est dit oula, il y a un loup. Et puis le truc est sorti et bon après c'est facile de se séparer du collaborateur parce que il a triché, on est triche, on est dans la faute. Et le risque, tu vois, quand il y a un truc comme ça, c'est de se dire oh là là, on s'est fait avoir, on remet du contrôle. Sauf que j'en ai 3999 qui trichent pas et qui probablement peut-être ne tricheront jamais. Et donc on alignerait le process sur ce tricheur. Et finalement tu nivelles tout le monde par le bas et tu présumes que tout le monde est potentiellement tricheur. Là tu tues la confiance. Dans cette notion de transparence, il y a aussi les fiches de paye, c'est-à-dire que chacun peut voir combien il est payé. C'est ça, hein. Ce qui avait fait d'ailleurs une émission sur M6 justement pour venir chez toi et observer comment ça se passait. J'imagine quel était leur intention. Enfin, ils avaient une idée derrière la tête. Enfin, quel était, tu vois, l'angle éditorial? C'était te coincer, te piéger, ou au contraire, ils étaient hyper ouverts, mais bon. Non, le thème de l'émission, c'était les nouveaux modes de management qui permettent un peu plus d'épanouissement au travail que peut-être dans d'autres boîtes. Et on n'est pas parfait, mais peut-être des singularités managériales qui peuvent attirer des talents. C'est vrai qu'on a parfois des candidatures spontanées qui peuvent être surprenantes pour une boîte qui fait du ménage. La vocation du balai de toilette, elle existe moins que la vocation de la start-up peut-être. Donc on doit trouver aussi des leviers pour être attractif et avoir des talents. Et ça fait partie de ça. Donc tous ces nouveaux modes de gouvernance ou de management
font écho chez certains collaborateurs qui recherchent ce sens-là et cet alignement en fait, un côté un peu holistique, tu vois, c'est-à-dire que c'est pas juste la transparence des salaires et en même temps on a un management toxique et très top-down ou très torsionnaire. Non, c'est la transparence des salaires est une des briques d'un système assez large. Et ce qui t'amène à être Bicorp. Ouais, exact. C'est cette notion holistique justement qui t'amène aussi à dire bah tiens, on est Bicorp. Bicorp, peut-être tu peux préciser pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est quoi et qu'est-ce que à quoi ça t'oblige en fait? Ouais. Alors la baseline de Bicorp, elle est un peu pompeuse, mais c'est de dire c'est pas être la plus belle boîte du monde, mais la plus belle boîte pour le monde. Okay. Donc c'est-à-dire il y a un côté altruiste, enfin tourné vers l'extérieur, même si le but de l'entreprise reste de bien servir ses clients avec des collaborateurs heureux et puis générer de la performance, on en parlera peut-être après. Et Bicorp en fait n'est pas une certification uniquement environnementale. C'est RSE, mais la RSE au sens large, c'est-à-dire en quoi j'ai un impact sur le tissu associatif, en quoi j'ai un impact environnemental évidemment, en quoi j'ai un impact social sur le personnel que je recrute, en quoi j'ai un impact auprès de mes clients, de mes partenaires, des institutions, enfin bref, toute une démarche vraiment très holistique et de se dire en fait, c'est une espèce de tampon, c'est une certification, c'est pas un label, hein, donc on est audité, il faut justifier de ça, et depuis 5 ans, ça montre que Clinitex a un impact positif dans ce qu'elle fait. Donc choisir Clinitex, c'est avoir des locaux propres, parfois plus propres que nos concurrents, et en plus, on sait que la valeur qui va être créée va générer de l'impact. Top. Alors justement, on parlait tout à l'heure de philosophie de Pierre Rabhi et de seuil de prospérité. Ouais. On y vient, donc c'est un peu en lien aussi avec Bicorp et le fait de, comment tu dis, l'entreprise pour le monde, c'est ça, l'impact de l'entreprise à travers le monde. L'entreprise la meilleure pour le monde. L'entreprise la meilleure pour le monde. Pierre Rabhi, que tout le monde connaît, c'est aussi fortement investi pour que on ait une terre plus fertile, plus naturelle, plus simple. Et on parlait aussi de seuil de prospérité. Comment finalement ce concept influence ton modèle économique, c'est-à-dire de pas forcément toujours en faire plus, mais d'être sur un seuil de rentabilité qui fait que tu fais mieux. Pourquoi ? Alors, ça part d'une rencontre avec Pierre Rabhi et de la lecture de son bouquin Vers la sobriété heureuse. Une anecdote, moi, qui m'a totalement bouleversé dans mon rapport au monde économique et entrepreneurial et à la gestion d'entreprise, c'est il raconte que dans la savane, le lion va manger son antilope, et puis une fois qu'il a fini de manger son antilope, il a plus faim, il va à l'étang, il boit, et il y a le zèbre et la girafe autour, et il leur saute pas au cou pour autant. C'est-à-dire, il n'est pas dans cette prédation permanente. Et il y a que l'homme, en fait, qui est comme ça, et qui même va chasser pour accumuler, pour stocker, pour vendre, Et donc, je me suis dit, mais mince, comment transposer cette anecdote, cette philosophie et cette règle de la nature, quelque part, à l'entreprise? Les arbres, pareil, ça grimpe pas jusqu'au ciel. Pourquoi? Et donc, je me suis dit, c'est quoi l'antilope de Clinitex? De quoi on a besoin? Et en fait, on s'était jamais posé cette question. Et c'est au-delà d'un seuil de rentabilité qui juste, je fais le chiffre qui équilibre mes coûts. Il y a d'autres choses dans l'entreprise. Il faut créer du projet. Il faut créer des dynamiques salariales pour que les collaborateurs aient envie de se projeter, de l'ambition, puissent continuer d'innover, de progresser, d'apprendre. Il faut répondre aux projets que les clients viennent te solliciter. Voilà. Il faut rester dynamique et innovant sur le marché. Il faut financer du BFR. Voilà. Il faut servir les actionnaires. Ça fait partie de la valeur créée. Ça, c'est assumé. Il faut également rembourser ses dettes. On en parlait avant. Voilà. Et financer les impacts positifs qu'on souhaite avoir. Et donc tout ça crée en fait un montant qu'on définit en chaque début d'année et qui est la ligne de flottaison. Si on atteint ce montant-là, on sait que toutes nos parties prenantes sont servies, que ce soit de la planète, l'actionnaire, les collaborateurs, les clients, l'État, tout le monde. Et donc c'est hyper vertueux et ça nous permet de pas être dans le toujours plus. On a fait plus 12% cette année en septembre. Faut faire plus 14 et puis 18 et puis c'est sans fin. C'est sans fin. Et en plus ça met aucun sens. J'ai recruté il y a pas longtemps une collaboratrice qui nous a rejoint parce qu'elle a fui ce genre de modèle. Elle était à une convention, grande pompe machin, le rideau s'ouvre. Et c'était la présentation de la vision pour les 10 prochaines années. C'était une multinationale. Le rideau s'ouvre, il est marqué objectif 1 milliard. Tu vois, le truc. Voilà. Comment faire rêver les gens? Le rêve, c'est de faire 1 milliard. Alors que non. Voilà. Nous, le rêve, et on l'a décliné en raison d'agir chez Clinitex, et pas en raison d'être, pour être dans l'action, c'est de rendre le monde plus beau. Voilà, ça peut pas être très prétentieux comme ça, mais c'est de dire, voilà, une prestation Clinitex, elle va rendre le monde professionnel de nos clients un peu plus beau, elle va rendre la vie professionnelle de nos collaborateurs un peu plus belle, elle va rendre la planète un peu plus belle, parce qu'on est très respectueux sur plein de domaines environnementaux, et donc voilà, rendre le monde plus beau. Ça embarque, tu vois. Ouais, parce que tu disais, on fait plein de choses pour rendre la planète plus propre. Il y a tes agents de propreté qui peuvent fabriquer eux-mêmes
leurs produits, c'est ça, de nettoyage directement à proximité, quoi. Ouais, absolument. Okay. On a détourné une technologie qui est assez vieille, il doit avoir 150 ans, qui s'appelle l'électrolyse de sel. Okay. Donc on prend tout simplement de l'eau du robinet, une pincée de sel et un courant électrique. Et ça transforme en dérivé de chlore une solution qui est nettoyante, détergente, désinfectante, efficace contre les virus, contre les bactéries, etc. Et donc ça permet, c'est très montessorien, à chaque collaborateur d'avoir une espèce de petite centrale de fabrication de produits dans son local ménage chez nos clients et d'être autonome là-dessus. Et ça, c'est super. Alors, on parlait de seuil de prospérité, on l'évoquait juste avant. Là, on a quand même évoqué je suis au-dessus de mon seuil de prospérité. Puis, allez, bon. Mais quand tu es en dessous, comment tu fais? Et quand tu es vraiment bien en dessous, comment tu fais? Comment c'est accepté? Et quelles sont les actions que tu mets en place? Concrètement, comment ça se passe? Alors c'est assez particulier comme vision. Quand on est au-dessus, tout va bien. Mais c'est pas parce qu'on le dépasse qu'on sert plus les actionnaires ou plus de salaire ou machin. Ça renforce les fonds propres de l'entreprise et là c'est la survie à long terme. Ça sécurise l'entreprise. De l'entreprise. Quand on est en dessous, alors déjà on va cravacher toute l'année pour essayer de rattraper le seuil. Donc c'est la ligne de flottaison. Et après, dans un ordre qui est défini chez nous, décroissant, parce que c'est comment dire, on peut ne pas atteindre le seuil mais être rentable quand même. C'est une notion différente. Mais c'est-à-dire qu'on va devoir piocher un petit peu dans les réserves pour financer les actionnaires. Peut-être on distribuera plutôt des réserves que du résultat. On va devoir taper un petit peu sur nos domaines d'impact. Peut-être qu'on aura moins de leviers d'action cette année-là. Peut-être qu'on pourra moins augmenter les salaires. Il y aura moins de possibilités. Peut-être que les primes qui sont liées à l'atteinte de ce seuil ne seront pas versées. Et du coup, en fait, c'est un système qui s'équilibre, mais on ne finance pas tout quand on ne l'atteint pas. Bon, quelque part, je suis le lion, j'ai mangé un bébé antilope et j'ai encore un peu faim. Il faut aller rechasser. Ouais, ok, très clair. Alors, donc 4000 collaborateurs, j'imagine principalement des collaborateurs qui sont sur le terrain, qui sont dans les entreprises pour pouvoir nettoyer tout type de bureau, tout type d'entreprise. Bon, souvent, quasiment même tout le temps, on voit ces collaborateurs tôt le matin, tard le soir. J'ai envie de dire, enfin, c'est pas qu'est-ce qu'ils font la journée, mais est-ce que tu arrives du coup à leur fournir suffisamment de travail pour que le matin ils soient dans une entreprise, le soir dans une autre? Est-ce que c'est des effectifs temps plein? Enfin, est-ce que tu leur proposes un 35, un 39 heures? Enfin, comment ça se passe? Parce que finalement on les voit une petite partie le matin, genre 1 heure, et puis le soir genre 1 heure, mais tu te dis en fait ils vont pas enchaîner 4 fois 1 heure et puis 4 fois 1 heure, et donc 8 heures. C'est quoi leur vie finalement au quotidien, ces gens-là? Alors c'est une très bonne question parce qu'il y a des débats dans notre profession là-dessus de dire qui promeut le travail en journée. C'est-à-dire les agents de propreté devraient avoir un horaire de travail comme les cadres, les employés, et faire leur 7 heures en continu. C'est pas facile dans notre métier. Parce que, comme tu l'as dit, la coactivité, passer l'aspirateur au milieu d'un open space à 10h30 du matin. C'est comme si t'avais quelqu'un qui passait ici en train d'enregistrer, à côté. Enfin, voilà. Ça marche pas. Donc, il y a des limites. On a une particularité, effectivement, il y a du temps partiel chez nous. Nous, ce qu'on essaye de mesurer, c'est qu'il soit pas subi. Parce qu'il y a des temps partiels choisis aussi, qui permet de concilier la vie de famille, qui permet, d'autres équilibres qu'on n'a pas forcément. D'autres métiers, peut-être aussi. Col blanc, peut-être d'autres métiers. Et puis, une autre particularité, moi, j'ai quasiment un agent de propreté sur 2 qui est multi-employeur. C'est-à-dire qu'il travaille pour moi le matin peut-être et pour une autre entreprise le soir ou pour un particulier en journée pour des prestations peut-être de repassage, de ménage à domicile, etc. Et donc il y a un panachage possible dans les activités. Et puis nous on a des typologies d'activités qui se prêtent en journée. Par exemple les parties communes d'immeubles. C'est en journée, il n'y a pas de souci, beaucoup moins que dans les entreprises. Donc il faut faire attention à ce que ce soit choisi et pas subi. Et j'ai une anecdote là-dessus. On avait un siège social dans la région qui avait des horaires de 5h à 8h du matin. Il y avait une dizaine d'agents de propreté, 5h à 8h. Et pour ces intentions louables, avaient souhaité passer de 8h à 11h. En disant on s'adapte, on est OK, on décalera nos réunions, mais venez de 8h à 11h. Donc sur le papier, c'est OK. Et sur les 10 agents de propreté, j'ai eu 7 démissions. En disant mais 8h à 11h, moi je peux plus conduire mes enfants à l'école. Donc en fait, il y a aussi des rythmes de vie qui sont calés. On peut avoir un regard un petit peu, interrogatif de se dire, moi, je me projette pas à me lever à 5h et à 8h être chez moi, mais il y a des vies qui ont été construites autour de ça. Donc, je dis pas que c'est parfait, mais c'est pas toujours subi. Donc attention. Oui, puis il y a pas de modèle unique, et effectivement, si c'est pas subi, c'est ça. Mais tant mieux. Bon, j'imagine que c'est aussi des personnalités qui viennent chercher
un métier, qui viennent chercher peut-être un complément de salaire. Enfin, j'imagine que chaque cas est différent en tout cas. Chaque cas est différent et il faut s'adapter aux besoins et aux souhaits et pas imposer une vue de l'esprit qui peut être différente de la réalité des gens. Je suis assez d'accord. Et d'ailleurs, ça me fait aller sur le côté, tu t'évoquais tout à l'heure le côté bien-être des collaborateurs. Comment c'est jamais simple le bien-être des collaborateurs. Alors, pour autant, moi, j'ai en mémoire l'une de tes collaboratrices, du coup, qui était dans un tiers-lieu à l'époque, qui avait toujours la patate, toujours le sourire, avec sa blouse Clinitex, là, toujours au taquet. C'était ça. J'imagine que c'était pas une exception, évidemment, mais néanmoins, le bien-être, comment il se mesure, comment tu le perçois, et qu'est-ce que tu mets en place finalement pour que les collaborateurs soient bien dans leur boulot? Alors, il y a pas mal de choses. C'est un peu notre recette, puisque demain, tu achètes un aspirateur, un balai, un chiffon, tu peux faire ce métier-là. Il y a peu de barrières à l'entrée. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre les sociétés? Il y en a d'autres qui vont être dans l'excellence opérationnelle, qui vont être dans le contrôle absolu de chaque grain de poussière. Nous, on est dans la confiance et on est dans créer et cultiver cet état d'esprit positif. Donc, c'est-à-dire que tu me dises que tu as vu l'agent de propreté avec le sourire, c'est un résultat de choses qu'on met en place. On crée aussi un esprit d'initiative. Alors, je vais te donner des exemples de ce qu'on fait, mais on n'a pas de fiche de fonction chez nous, on a des fiches de mission. Voilà, parce que aucun descriptif de fonction ne pourrait couvrir tous les besoins d'un métier de service comme le nettoyage. Imagine un cahier des charges, il n'est pas marqué ramasser la boulette de papier devant la porte d'entrée côté rue. Bon, s'il n'est pas marqué, l'agent peut très bien dire il n'est pas marqué, c'est pas à moi de le faire. Tu crées une mission, crée un environnement propre, sain pour que les collaborateurs de nos clients soient dans la performance opérationnelle de leur métier. Elle arrive, elle se dit qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que ce soit propre. La salle de réunion, faut la faire, mais elle n'a pas été utilisée. Mais le jeudi, faut la faire, donc je la fais. Tu vois, on peut créer, on débranche le cerveau en fait de nos agents de propreté. Alors que quand tu crées une mission, tu les obliges aussi à s'interroger sur quel est le besoin. Donc ça c'est un point important qui crée de l'autonomie. On est heureux sur Montessori et de la possibilité de prendre l'initiative. Mais on a aussi des sujets très opérationnels. Tu vois, par exemple, encore montessorien, sur la fiche de paye de nos agents de propreté, on a créé un outil qui permet à chaque agent de se verser par elle-même ou par lui-même un acompte sur son salaire. Voilà, je travaille sans devoir, lundi matin de 8h à midi, j'ai cagnoté 4 heures, je peux me les payer tout seul, sans demander à l'employeur. Donc tu sais, on s'affranchit de cette pudeur, un peu la mendicité voilà. Et puis au plus le salaire est bas, au plus l'aléa devient un sujet. Je sais pas, une contravention, des chaussures à renouveler pour un enfant. Et donc on laisse beaucoup de latitude, avec en plus de cette latitude et de cette autonomie, un coaching financier pour pas non plus qu'on déstructure et qu'il n'y ait plus de salaire à la fin du mois aussi, pour payer les échéances. Oui, donc il y a là encore des garde-fous, quoi. Mais là on a un retour qui est absolument dithyrambique de nos agents de propreté qui nous remercient de dire mais merci, on n'osait pas demander, parfois on a besoin et là vous nous laissez cette liberté, donc on est responsabilisé sur la gestion de notre budget, de notre paye. C'est génial. Ça veut dire que tu as réussi quand même à digitaliser aussi un peu l'approche avec ton salarié et l'entreprise, parce que j'imagine que il y a forcément, je sais pas, une application, un système informatique qui fait que tu peux avoir un panel de services. Absolument. Toujours Montessori pour utiliser les agents de propreté. Nos agents de propreté sont autonomes sur la gestion de leur matériel sur site. Et donc peuvent, via cette application, commander avec des visuels. En plus, l'IA a permis d'accélérer des choses. Tu vois, on a pu le traduire dans toutes les langues. Donc ça aide vachement des populations qui sont parfois éloignées, soit de l'orthographe, soit tout simplement de la langue. Et donc ça aide vachement. Autonome pour poser les congés, autonome pour contacter leur manager, enfin bref, tout un panel de services. Et on a aussi des alternatives pour ceux qui sont éloignés du numérique, parce qu'on en a aussi. Ouais, clairement. Quand on a préparé cet entretien, cet échange, tu me parlais de Human Plan. Tu disais rêver plus grandir ensemble. Là encore, ça peut tu vois, ça peut être un peu utopique. Tu te dis bon, ok, c'est que ce truc-là, mais c'est quoi c'est quoi ce principe en fait? C'est quoi cette vision-là? Écoute, oui, au-delà de la punchline, c'était pour l'opposer au business plan, tu vois, et ça refait écho à Pierre-Rabhi, les arbres grimpent pas jusqu'au ciel. Moi, j'ai pas tiré un trait sur un feuille Excel à 10 ans pour convaincre des banques et me dire, je vais faire plus 12, plus 14, plus 16, plus 18, c'était pas l'idée. Je me suis dit, j'ai quoi comme projet pour l'entreprise? Aujourd'hui, elle mange une antilope, on a la chance et on se donne les moyens aussi avec un peu de sueur d'atteindre ce seuil de prospérité. De quoi j'ai besoin moi? Est-ce que j'ai besoin, mon seuil de prospérité perso c'est quoi? Est-ce que j'ai besoin de m'acheter un yacht, des voitures, des motos, etc. C'est pas mes passions et je respecte totalement ceux pour qui c'est le projet de vie. Moi à titre très perso là, je suis passionné de voyage, donc voilà, moi c'est mon péché mignon et donc mon seuil de prospérité doit inclure personnel un temps et un budget voyage.
embauches. Okay. Ouais, tu vois. Et donc en fonction de ça, tu cales c'est quoi mon besoin et du coup tu peux caler c'est quoi le salaire dont j'ai besoin pour ça. Et donc tu vois, tu déclines comme ça. Ouais. Et le human plan, c'est quoi? C'est de se dire donc j'ai pas envie que l'entreprise soit la plus grosse du monde, mais j'ai pas envie non plus de m'endormir, d'éteindre les ambitions des collaborateurs. Et je me suis dit, il y a sûrement des collaborateurs qui ont des envies professionnelles, qui eux ont peut-être un seuil de prospérité plus haut et qui veulent continuer à progresser en salaire, etc. Et je me suis dit, c'est eux qu'il faut aller chercher. Mais moi, j'ai pas de projet pour eux, parce que c'est pas mon projet, moi, Edouard. Donc, comment l'entreprise peut leur offrir ce terrain de jeu qu'ils projettent ou dont ils auraient envie? Et c'est là qu'on a créé plutôt un human plan, c'est de se dire, l'entreprise va nourrir les projets des collaborateurs et l'entreprise va monter dans le train des collaborateurs. C'est l'expression qu'on utilise. Et donc, quels sont vos projets? J'en sais rien. Écoute, on va t'aider. On va faire une introspection de qui tu es, c'est quoi tes moteurs, c'est quoi tes talents, c'est quoi tes valeurs personnelles. On va faire des études graphologiques, tu vas faire des business visites inspirantes. Voilà, tu vas t'oxygéner, découvrir le monde. À 4000 collaborateurs? Non. Là, pour l'instant, c'est un de mes rêves, mais sur les 4000, j'en ai 3800 qui nettoient et 200 qui ne nettoient pas. Okay. Les 200 étant au service des 3800. D'accord. C'est sur ces 200 qu'on a fait appel à ça. Okay. Et ça a triplé la taille de l'entreprise en 5 ans. Okay. Tu vois, on a ouvert des agences partout en France, on a créé des nouveaux postes autour de l'expérience client, sur des sujets techniques de paye, les SIRH, des trucs qui n'existaient pas chez nous et que j'aurais jamais imaginé moi-même. Et donc, en fait, on a libéré une espèce d'énergie partant du collaborateur qui est une espèce de projet intrapreneurial, mais pas basé sur une to-do à réaliser pour l'entreprise, mais sur qui était la personne. Et donc, on a fait du sur-mesure. On a racheté des boîtes aussi dans d'autres régions, des petites, pour ceux pour qui c'était taillé pour le projet, des plus grosses, et ça a permis de réaliser plein de projets professionnels. Et tu vois, on parlait de mission tout à l'heure sur les de propreté. Moi, la mienne, elle est parfaitement définie. Ma mission, à moi, Edouard Péic, dirigeant de Clinitech, c'est permettre le rêve professionnel de mes collaborateurs. Voilà. Et alors dans l'émission que tu évoques, tu me partageais en fait quelque chose que j'ai appris, c'est-à-dire que de l'expérience que tu as acquise aussi grâce à ton papa, de par le fait qu'il ait fondé Clinitech, et cette histoire d'ailleurs qui nous avait raconté où il avait un peu menti, c'est ça, à ses parents en revenant d'un voyage et puis finalement ça, tu pourras nous le raconter juste après rapidement, mais tu disais quand même que tu donnais des conventions. Tu donnais tu intervenais en fait dans les entreprises, des conférences et autres, et tu me dis en fait je facture pas, enfin du moins je perçois pas l'argent que je pourrais percevoir. Je dis mais pourquoi tu consacres du temps, pourquoi? Tu me dis en gros je m'investis, et là encore une fois c'est finalement étonnant, c'est-à-dire que en fait tu viens alors comme tu me disais en gros tu demandes à l'entreprise qui te fait intervenir à ce que au lieu de te payer 1000 €, partons sur ce chiffre-là, tu puisses finalement indiquer à l'entreprise qu'elle transmette un don de 3000 € en fait à une association, parce que comme c'est défiscalisé, finalement au fond, ça lui coûtera 1000 €, quoi. C'est ça le principe? Ouais, voilà, c'est de rester. Alors, on est dans le cadre d'une prestation. Ouais, moi, j'offre une prestation en racontant des choses qui sont pertinentes à ce moment-là pour la personne qui me sollicite ou l'entreprise qui me sollicite. Et en fait, oui, on a un fonds de dotation chez Clinitech, donc il y a une structure juridique ad hoc dont je ne participe pas à la gouvernance, qui reçoit un don de Clinitech annuel. Ça, c'est la loi, c'est bordé. Et puis ensuite, pour l'abonder, on peut y faire des dons. Et donc, c'est vrai que les conférences que j'anime, je ne demande pas une rétribution financière, une facturation, mais l'effet de levier de la défiscalisation, donc c'est-à-dire on peut défiscaliser 2/3 du don qu'on fait, permet aux entreprises pour un coût identique d'avoir un effet de levier et d'impact supérieur. Et après, ce fonds de dotation, une fois qu'il a une cagnotte ou un budget alloué, reçoit des associations qui viennent pitcher leur projet, le sens qu'ils veulent mettre, l'impact qu'ils peuvent avoir, et ce fonds fait des choix en termes de l'année dernière c'était des sujets environnementaux, cette année on va travailler sur les violences intrafamiliales, sur les personnes isolées, sur un aspect plus social, et donc ça nous permet de financer 10-15 assos tous les ans là-dessus. Excellent. Coup de projecteur différent, c'est ça que j'aime beaucoup, et d'ailleurs ton père aussi avait toujours un coup de projecteur différent. Raconte-nous en 2-3 mots cette anecdote là avec tes grands-parents du coup. Il avait raconté un beau pipeau qui l'a amené finalement à créer Clinitech. C'est quoi la genèse de l'histoire? Alors la genèse, c'est mon père était cancre à l'école. Est-ce qu'il n'était pas fait pour le système scolaire, ou est-ce que le système scolaire était pas fait pour lui? Je sais pas. Alors il n'était pas en Montessori, il était dans un système plus conventionnel. Et mais c'était pas quelqu'un de bête ou de fainéant. C'était parce qu'il était entrepreneur. Tu vois, 14 ans, il avait acheté une machine à
barbes à papa. Il se mettait place du travail à Roubaix, il vendait des barbes à papa. Donc il était fait pour ça, quoi. Voilà. Et ses parents, voyant que sa carrière se dessinait pas de manière linéaire, l'ont envoyé aux États-Unis en disant voilà, il y a plein d'idées de boîtes là-bas, c'est entreprenant, va là-bas et trouve une idée. Et puis il a fait la fête pendant 4 mois en entretenant une correspondance avec ses parents, disant je suis sur plein de projets, je fais des business plans, tu vois, lui il était sur le business plan. Voilà, je suis à fond. Et puis dans l'avion du retour, il a culpabilisé en disant mince, en fait j'ai pas grand-chose. Et il a ouvert le Herald Tribune qui était dans la pochette dans son siège d'avion, et il a vu un article un flyer d'une boîte qui nettoyait des textiles, donc tu sais, des sofas, des moquettes, des murs en moquette, etc., des murs textiles. Et il s'est dit voilà ce que je vais faire, je monte une entreprise de nettoyage textile, donc d'où Cleanitex. Au fond, un aller-retour aurait suffi. Ouais, c'est ça, mais bon, et il aurait pu tomber sur d'autres métiers, des clous, des pompes funèbres, enfin bref, voilà. L'anecdote est croustillante. Et puis après, c'est un bon ouvrier, donc il a quand même il a travaillé pour y arriver. Le sens du travail bien fait, et donc il a toujours voulu, dans le regard et l'œil de son client, ne pas décevoir. Et donc c'est là qu'il a fait des prestations de grande qualité qui ont fait du bouche à oreille et puis qui a permis ensuite de développer l'entreprise. C'est quoi la suite, Édouard, là, quand tu te projettes d'ici 10 ans? Enfin, comment tu imagines la suite? Est-ce que tu l'imagines d'ailleurs ou pas? Tu te laisses aller par le temps qui passe? Non, ce serait un petit peu, irresponsable de ma part de me laisser en pente glissante. D'autant qu'il y a des sujets contemporains assez bouleversants, que ce soit l'économie mondiale, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit la relation des gens au travail. C'est-à-dire, si les gens vont plus au bureau, il n'y a plus rien à nettoyer. Donc, non, on a beaucoup de sujets, beaucoup d'enjeux, et ça, je me dois à la fois d'anticiper ces sujets, c'est mon rôle de dirigeant, et aussi de préserver des peurs. Tu vois, l'intelligence artificielle. Dans ton métier, j'en parlais avec j'ai 6 comptables. Les comptables étaient angoissés de ça. Et donc, comment les accompagner à accepter ce changement et à le vivre sereinement. Donc, mais moi-même, je peux avoir des peurs sur l'intelligence artificielle, et donc je dois préserver l'entreprise de ces sujets. Je n'ai pas de projet opérationnel. Voilà, on n'est pas à Strasbourg ou Toulouse. Et si on n'y est pas dans 10 ans, c'est ok. Moi, j'ai pas de sujet là-dessus. Mais par contre, si j'ai un collaborateur qui a cette flamme qui s'allume, là, on va foncer. Voilà. Et quel autre projet je peux avoir? Continuer de servir nos clients, évidemment. Bien incarner les valeurs, avoir des collaborateurs heureux de faire ce qu'ils font. Donc voilà, c'est déjà pas mal, une belle mission. Ouais. Bon, longue vie à Cleanitex, du coup. Écoute, merci. Merci, Édouard. Merci d'avoir accepté mon invitation sur la Learning Expedition en Hauts-de-France. Quant à nous, on se retrouve très prochainement. D'ici là, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, mettre une note 5 étoiles sur les réseaux. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse, à bientôt. Bye, ciao.